Émission spéciale sur LCI, s'enchaînent les réactions, les analyses. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Henri Guénaud. C'est Aurélie Trouvé qui va nous rejoindre, députée de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis, présidente de la Commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale. Je vous en prie, Madame la députée, rejoignez-nous. Vous êtes de celles et de ceux qui ont été durement pris à partie. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là, durement pris à partie ce soir par le président de la République, tout à fait, qui vous accuse d'être anti-républicain, d'avoir uni extrême gauche et extrême droite, vos forces dans un front anti-républicain. Réaction d'abord. Réaction, c'est lui qui ne respecte pas les fondamentaux de la démocratie, de la République, de notre pays. Puisque les fondamentaux, pour un président de la République, c'est déjà de respecter le vote des Françaises et des Français. Un vote qu'il a lui-même provoqué au mois de juillet, les législatives, et qui a amené d'ailleurs le nouveau Front populaire, ce qu'il appelle l'extrême gauche, le nouveau Front populaire, eh bien, à être la première force de l'Assemblée nationale avec un programme de rupture d'ailleurs avec sa propre politique. Donc je crois effectivement que ce soir, eh bien, il faut en tirer les conséquences. Il n'est plus garant du bon fonctionnement de nos institutions et des valeurs fondamentales de notre pays. Ça veut dire quoi ? Eh bien que je pense qu'il doit partir, voilà, et malheureusement, moi, je me suis dit peut-être encore, on ne sait jamais, ira-t-il vers la nomination d'un gouvernement, d'un programme de rupture avec sa propre politique. Et je rappelle à quel point... Attendez, vous n'allez pas faire un putsch. Il est président de la République, élu jusqu'en 2027. Il vient de le rappeler d'ailleurs. Alors d'abord, vous remarquerez que autant les Insoumis, dès cet été, on dit effectivement ont appelé en tout cas à ce qu'il parte, et nous avons d'ailleurs déposé une procédure de destitution du président Macron, qui est une procédure dans la Constitution, d'accord ? Et puis vous avez vu que depuis, nous sommes rejoints par de nombreuses voix, que ce soit David Linard, président des maires de France, que ce soit Jean-François Copé, Charles de Courson, et vous voyez bien qu'il y a maintenant 2/3 des Français qui souhaitent son départ. Et il faut bien voir dans quel état il a mis la France. Nous avons un déficit public monstrueux, à cause des cadeaux fiscaux qu'il a fait aux ultra-riches, aux multinationales. Nous avons un taux de pauvreté qui est monté de 13 à 16%, 2 millions de pauvres de plus dans ce pays. Les Français n'en peuvent plus. Madame, on va revenir à ça, mais d'abord, information que vous avez, David Doucan, sur ce qui va se passer ces prochaines heures. Oui, c'est ça, mais d'ailleurs, bonsoir Aurélie Trouvé, bonsoir. Je voulais vous poser la question. Sur la réunion demain à l'Élysée. On apprend que le président de la République souhaite recevoir les forces politiques représentées à l'Assemblée nationale demain à l'Élysée. Est-ce que les Insoumis iront compte tenu de ce que vous venez de dire, puisque pour vous, vous considérez que en fait, Emmanuel Macron n'a plus qu'une chose à faire, partir. Nous sommes toujours prêts au dialogue si nous sommes respectés. Et voilà. Là, vous sentez-vous respecté ce soir ? D'abord, je vous le dis, je ne décide pas ça comme ça. Alors, nous avons un groupe parlementaire dans lequel nous discutons. Nous allons en discuter évidemment demain matin. Mais je le dis, la façon dont il vient de traiter le reste des oppositions politiques est absolument inacceptable et montre à quel point il est incapable d'un quelconque compromis. Il reste enfermé dans une politique. Je vais vous dire, moi, le problème, c'est pas tant qu'il reste enfermé dans sa politique que le fait que ça fasse autant de mal aux Françaises et aux Français. Est-ce que cependant, vous n'avez pas intérêt à y aller ? Vous n'avez pas de logique à aller à sa rencontre ? David, ils sont pas Comment invités. Bah si, les forces politiques représentées à l'Assemblée nationale. Oui, le représentant du bloc central, le Parti socialiste et les députés LR. Ah oui, pardon. Il était indiqué initialement les forces représentées à l'Assemblée nationale. On ne peut quand même pas dire ce soir du RN et des LFI qui sont des forces anti-républicaines et les inviter demain matin faut laisser passer au petit déjeuner. Bon, alors c'est le cas pour les socialistes qui effectivement sont ceux qui ont mêlé leur voix alors qu'ils étaient un parti de gouvernement. Mais moi j'ai le sentiment que lorsqu'il dit ça, il pense beaucoup à François Hollande précisément. Peut-être un peu moins à ses autres copains, même s'ils ont voté. Mais en revanche... Et c'est une façon effectivement d'enfoncer un coin entre le Parti Socialiste et le NFP. On a entendu cet après-midi Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti Socialiste, qui n'appelle pas du tout au retrait, à la démission d'Emmanuel Macron, et qui se dit prêt à participer justement à une force de gouvernement. Parce qu'il y a votre union qui a fonctionné, le front anti-RN que vous aviez créé, enfin vous avez participé avec succès, mais on a l'impression que ça bouge. Ce soir, on l'a entendu, M. Guedj qui dit chiche pour un gouvernement d'intérêt général, en tout cas pour participer à des consultations, et vous le dites, même Olivier Faure qui a l'air d'entrouvrir la porte. Oui, c'est ça, effectivement, on comprend, et d'ailleurs les attaques de la France Insoumise à l'endroit du premier secrétaire ou du Parti Socialiste, ces derniers jours ont été assez répétés, on va dire. Et nous, on a une ligne cohérente et solide. Je veux dire, c'est la liberté politique de chacun de dire ce qu'il pense. Nous avons cette ligne qui est que nous avons été élus
sur un programme. Et c'est très important de respecter sa parole, d'être fidèle à ses engagements. Un programme, et nous sommes capables aujourd'hui d'avoir des majorités dans l'Assemblée nationale sur ce programme. La preuve en est, la semaine dernière, nous avons proposé dans la niche de la France Insoumise, la niche parlementaire, pendant une journée, un texte qui est un texte pour abroger la retraite à 64 ans, revenir à 62 ans. Nous étions majoritaires dans l'Assemblée nationale. Eh bien, les macronistes ont fait obstruction de manière vraiment honteuse jusqu'à minuit pour empêcher le vote, alors même que ça allait être voté à la majorité. Que vous ne connaissez pas du tout. L'obstruction, vous ne connaissez pas du tout. Preuve que nous aurions... Oui, mais ça dit beaucoup quand même de l'absence totale dont est... Enfin, je veux dire, le président Macron est incapable d'un quelconque compromis. Il est enfermé, vous l'avez entendu ce soir, enfermé dans une politique dont il n'a pas compris les effets. Est-ce que vous avez montré l'once d'un compromis depuis, dès le soir de l'annonce de la dissolution, vous avez créé le NFP et vous avez dit que vous dissolveriez que vous censureriez, les gouvernements successifs, n'importe lequel. Enfin, je veux dire, je comprends très bien, j'entends. C'est vrai qu'il y a eu une obstruction qui a été totalement organisée par le bloc central pour empêcher le vote de votre proposition de loi, c'est très clair. Mais vous, clairement, et les socialistes, jusqu'à il y a 3 jours, faisaient partie, et on dit et répété d'emblée que vous censureriez Michel Barnier. Et c'est pour ça que ça a donné de l'importance au vote de Marine Le Pen, parce que c'est la jonction de vos 2 votes qui ont fait la chute du gouvernement. C'était parce que vous aviez déjà... D'abord, je le rappelle que c'est bien notre motion de censure qui a été présentée, et qu'heureusement, on a voté pour notre motion de censure. Et nous avons été cohérents. D'ailleurs, nous avons perdu 2 mois. En réalité, si le Rassemblement national avait voté la motion de censure il y a 2 mois, ce gouvernement serait tombé il y a déjà 2 mois et nous serions déjà dans autre chose. Et ce que je veux vous dire également, c'est qu'évidemment, nous sommes capables de compromis. Tous les jours, à l'Assemblée nationale, nous proposons des amendements. Et précisément, ce que nous voulons faire, ce que nous aurions voulu faire, et dont le président Macron nous empêche, ce que nous aurions voulu faire, c'est présenter à l'Assemblée nationale, projet de loi par projet de loi, des politiques qui auraient pu être amendées, discutées à l'Assemblée nationale. Je vous ai montré sur les retraites, nous aurions pu obtenir l'abrogation de la retraite à 64 ans pour revenir à 62 ans. Et de la loi Touraine des socialistes. Exactement. Qui prévoyait l'augmentation de la durée des cotisations. Bien sûr, c'était voté à la majorité. Nous aurions pu obtenir, parce que pendant le projet de loi de finances, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, nous aurions pu obtenir de faire face au déficit public tout en protégeant les Français. Nous avions obtenu 75 milliards de recettes supplémentaires en allant les chercher là où l'argent s'est le plus concentré, c'est-à-dire dans les poches des ultra-riches et dans les super-profits des multinationales. Ça aussi, ça a été envoyé, ça a été baladé par la minorité présidentielle et le gouvernement. Aurélie Trouvé, ce soir, il faut rappeler ce point central. Vous êtes attaqué si durement, à tort ou à raison, par le président de la République qui vous accuse d'être anti-républicain. C'est quand même une accusation extrêmement grave. Vous avez raison. Est-ce que vous n'êtes pas prise à votre propre piège avec cette histoire de front? Vous avez aidé à élire beaucoup de députés, pardon, je finis ma question, macronistes sur ce même thème du front, selon vous, anti-fasciste ou anti-RN, etc. Or maintenant, le même président de la République vous renvoie la porte dans la figure en disant « mais vous êtes anti-républicain, vous n'êtes pas très bien récompensé de votre générosité ou de votre hypocrisie. » Monsieur Guénaud le disait tout à l'heure, c'est ahurissant. C'est-à-dire que, effectivement, nous avons fait un barrage républicain. C'est pas un front républicain, un barrage républicain pour empêcher le Rassemblement national. Ça vous a pas empêché de voter avec eux hier. Donc tout ça sonne très hypocrite. Tous ces fronts donnent une impression comme de grande hypocrisie. Je le dis, nous assumons notre barrage républicain. Nous considérons que le Rassemblement national est un adversaire politique total, qu'il est dangereux, que sa politique est dangereuse, d'accord ? Et nous avons effectivement. Ça vous empêche pas de voter avec lui. Ensemble, quand ça sert vos intérêts. Mais vous savez, ça c'est le fonctionnement de l'Assemblée nationale. Vous proposez une loi et évidemment chaque député élu de la nation vient ensuite porter sa loi, porter son vote pour ou contre. D'accord ? Évidemment que les députés du Rassemblement national, et moi en tant que présidente de la Commission des affaires économiques, je vous le dis, ils sont évidemment élus de la nation. C'est autre chose que de considérer que nous sommes des adversaires politiques. Madame la députée. Et nous sommes mais fondamentalement opposés aux idées et à la politique du Rassemblement. Je peux vous poser une question, je la pose à tous sur ce plateau. Ce grand nom de républicain, qui a un grand sens quand on le prend sincèrement,
est-ce que là, il n'est pas utilisé un peu de façon grandiloquente, à tort ou à travers, chaque fois qu'on veut en réalité faire barrage à un adversaire pour défendre ses intérêts de calcul? Les vôtres, les siens, ceux du président de la République? Il n'a aucun argument. Par contre, moi j'en ai un quand même. C'est un président de la République qui ne respecte pas le vote des Français à une élection qu'il a lui-même provoquée. Est-ce que ça, c'est républicain? Je veux dire, c'est une question simple. Je vous dis non. Donc je considère qu'aujourd'hui, eh bien, il piétine des valeurs fondamentales de la République. Et je le dis avec beaucoup de gravité, voilà, évidemment. Et aujourd'hui, je le dis, les Français, c'est vrai, ont besoin de sécurité, de stabilité. Pour ça, il faut sortir de cette politique qui détruit l'avenir des Français. Qu'est-ce que vous proposez? Parce qu'on voit ce qui a été cassé, on ne voit pas ce qui peut être créé. Exactement, vous avez raison, il faut passer à ce qu'on propose. Effectivement, et d'ailleurs, ce sera l'objet des conversations de demain. Effectivement, après échange, y compris avec l'Élysée, donc les contours de ces discussions, c'est le bloc central, LR et le Parti socialiste. Voilà, je précise, parce que tout à l'heure, j'avais mal lu les messages qu'on m'envoyait. Et du coup, j'ai une question toute bête à vous poser, Aurélie Trouvé. Les socialistes sont conviés demain à l'Élysée. S'ils décident de s'y rendre, se mettent-ils de fait en dehors du NFP? Ils font bien ce qu'ils veulent, mais je le dis à chacun de mes collègues du nouveau Front Populaire, vous avez tous été élus. Tous, sur un programme que nous avons construit semaine après semaine, qui est un programme chiffré, d'accord, c'est très important, qui permet à la fois de faire face au déficit public, et petit à petit d'ailleurs de le diminuer, et à la fois de protéger les Français, d'augmenter leur pouvoir d'achat, en augmentant la demande populaire, par la hausse des salaires, en protégeant contre la concurrence déloyale les entreprises. Allez discuter avec Macron, est-ce que c'est rompre avec vous? C'est très simple comme question, oui ou non? Allez discuter avec Macron. Je vous le dis, c'est leur liberté politique. Mais est-ce que c'est rompre avec vous? C'est leur liberté politique. Donc non, ils peuvent y aller sans quitter le NFP. Ce qui m'inquiète beaucoup plus de la part de collègues du nouveau Front Populaire, d'accord, c'est le fait de ne pas respecter un programme pour lequel nous avons été élus. Et donc nous sommes aujourd'hui, par exemple, sur la réforme des retraites. Bien sûr, et c'est ça qui importe. Et c'est ça qui fait aussi, nous, le fait que nous sommes fidèles à nos engagements dans la France insoumise. Oui, nous voulons l'abrogation de la retraite à 64 ans. Censure. Oui, par exemple, nous voulons le blocage des prix de l'énergie. Oui, nous voulons aujourd'hui le SMIC à 1 600 €. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, le président Macron est parti pour nommer un gouvernement qui fait cela? Je vous réponds non. Donc effectivement, si vous êtes fidèle au programme du nouveau Front Populaire, la conclusion est assez simple. Aurélie Trouvé, je vous pose la question, et je pose la question à nos éditorialistes aussi. Quelle est la solution? C'est-à-dire que ce pacte de non-censure, parce qu'il faut bien trouver, il faut qu'un gouvernement puisse résister à une censure. Vous avez une clé, le RN a une autre clé, vous avez tous les deux le poignard que vous pouvez utiliser ou non. Quel peut être pour vous le gouvernement que vous ne censurerez pas, mis à part le vôtre, parce qu'on comprend bien évidemment le gouvernement NFP, mais ça n'en prend pas le chemin. Et là, c'est au président Macron, c'est lui qui a les cartes en main. Il vient de démontrer ce soir, vous l'avez entendu, qu'il est incapable de reconnaître quoi que ce soit. Enfin, je crois que les Français l'ont entendu ce soir. Moi, je suis choquée. Je ne pensais pas qu'à ce point-là, il allait renier toute responsabilité, rejeter la faute sur tout le monde. Ouais, il dit quand même dissolution, cette décision n'a pas été comprise. Enfin, de la dissolution. Il ne dit rien de la catastrophe de sa politique. On a l'année prochaine 300 000 emplois qui sont menacés, un emploi sur 100. On a 200 plans de licenciement massif. On est passé à 2 millions de pauvres supplémentaires en 3 ans, d'accord ? On est monté de 9 à 16% de gens qui disent souffrir de la faim dans la 6e puissance économique du monde. Comment peut-il ne rien dire de cet échec-là ? C'est insupportable. Pour vous répondre, Darius, vous disiez quel est le chemin pour qu'un gouvernement ne se fasse pas censurer. Ça concerne effectivement le nouveau Front Populaire de Madame Trouvé. Le chemin, il n'y en a pas 50. Il faut que, pour qu'un Premier ministre nommé par Emmanuel Macron tienne plus de 3 semaines, il faut qu'une 45 à peu près députés de gauche, a priori des socialistes, peut-être quelques écologistes, j'en sais rien, mais enfin en tout cas 45 députés de gauche, décrochent entre guillemets et acceptent de juste s'abstenir si un jour il y a une motion de censure. Dans ce cas de figure-là, c'est ça, c'est ce que recherche en tout cas le président de la République. Ça va être très clair. Le projet de loi de finances qu'il va vouloir imposer, c'est quoi ? C'est une augmentation des taxes sur l'électricité. C'est la suppression de 4000 postes d'enseignants. Attendez, vous aviez vu cet après-midi ? 200 000 fonctionnaires dans la rue. Là, le 12 décembre, les ouvriers licenciés qui vont être mobilisés. Les 9 et 10 décembre, les agriculteurs mobilisés. Tous ces gens-là, vous savez pourquoi ils se mobilisent ?
pour vivre dignement de leur travail. Et ils vivent de moins en moins dignement de leur travail. Non mais là, le budget, vous ne le connaissez pas encore. Il va y avoir un nouveau Premier ministre qui va refaire un autre budget. Ah bon, parce que vous avez pensé là que le président Macron était parti pour rompre avec sa politique antérieure ? Il faudra bien tenir compte des écueils qui ont conduit à la chute de Michel Barnier. À votre avis, il est parti pour faire une politique de rupture et enclencher une autre politique qui permette de répondre au pouvoir d'achat, qui permette d'augmenter les salaires, qui permette aussi d'assumer la régulation et le blocage des prix de l'énergie. Aurélie Trouvé, peut-être qu'il a revu son ambition, en tous les cas à la baisse, quand il parle d'intérêt général, quand on entend les socialistes parler de plateforme commune, quelques sujets où il pourrait y avoir finalement un consensus sur la santé, sur l'éducation, justement, sur le pouvoir d'achat. Peut-être que le président justement sur la santé, l'éducation, sur certaines de ces enjeux. Sur la santé, l'éducation, le pouvoir d'achat, Emmanuel Macron est dans le scope des préoccupations des Français. On peut même rajouter l'insécurité. Et c'est des sujets sur lesquels le clivage gauche-droite s'est très fortement atténué. Maintenant, c'est vrai que on entend Boris Vallaud, Jérôme Gage tout à l'heure, il y a peut-être une volonté des socialistes de se délier de ce nouveau front populaire. Il y a quand même pour eux une vraie limite électorale, c'est l'absence de scrutin proportionnel. C'est peut-être le game changer, si je puis dire, ce qui pourrait changer la donne, puisque les députés, comme d'ailleurs les Français, 3/4 des Français en qualif FGTD de début septembre, au moment de la nomination de Michel Barnier, avaient intériorisé que ça ne durerait pas longtemps et qu'il y aurait une future dissolution. Tout le monde à l'Assemblée se prépare au scrutin, je veux dire, du 25 septembre et du 1er octobre. Ce n'est bien sûr pas la date. Vous avez les dates? Non, je n'ai pas la date, mais on peut. Si le président peut dissoudre à partir du 8 juillet, je ne vois pas quelle autre date pourrait émerger. Je vais vous donner tout de suite la parole. La réponse, c'est que effectivement, si demain les représentants du Parti socialiste montrent un intérêt aux propositions, il faut qu'ils reçoivent aussi quelque chose. Et donc, dans ce qu'a proposé Jérôme Gage à la commission mixte paritaire, dans les demandes sur les plusieurs milliards pour l'hôpital, il y a eu des demandes sur la désindexation des retraites, etc. Le prix de l'électricité, il y avait eu une concession de Michel Barnier, donc elle va être dans le budget, on verra bien. Mais effectivement, il y aura des concessions dans ce budget. Sinon, il n'y aura pas de neutralité. Écoutez, s'il vous plaît, un des papables, un des premiers ministrables, c'est Sébastien Lecornu qui s'exprime à ce sujet en disant, c'était tout à l'heure, ce matin, il faut que la gauche s'affranchisse de la France insoumise, et donc il essaye de détacher de vous, Aurélie Trouvé, un certain nombre d'élus de centre-gauche. Vous pourrez lui répondre. Écoutez d'abord, peut-être il fait partie de ceux dont on dit qu'il pourrait être Premier ministre. C'est mort. Je pense qu'on doit tout faire pour que les socialistes se détachent de la France insoumise. J'appelle à ce qu'on puisse tout faire, y compris mes propres amis politiques, Modem, Horizon et Renaissance, évidemment, cela va sans dire, à permettre au Parti socialiste de sortir du chemin dans lequel il s'est mis ces dernières semaines. Voilà. Est-ce qu'il va réussir à extirper de votre alliance des socialistes, Aurélie Trouvé ? Écoutez, on verra bien. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les 193 députés élus sur ce programme de rupture, mais c'est surtout la vie des Français. Et en fait, il n'y a pas de solution. S'ils obtiennent quelque chose qui ne soit pas exactement votre programme, est-ce que vous trouverez ça intéressant ou pas ? Je vais le dire en reprenant ma casquette d'économiste antérieure, si vous voulez bien. Il n'y a pas de possibilité de sortir de ce chaos économique dans lequel nous a plongé le président Macron sans un changement très profond de politique économique, très profond. Et c'est ce programme que nous avons bâti mois après mois, semaine après semaine, chiffré, qui permet aujourd'hui de le faire, d'accord ? Et c'est pas avec un petit aménagement, parce que les Français, on est allés trop loin. Les macronistes sont allés trop loin. Cette politique ultra-libérale qui a été faite en faveur des ultra-riches, des multinationales, qui a augmenté 7%, la baisse du chomage à 7%, avec des investisseurs. Alors, je vais vous veux pas aller dans le détail, je ne me suis pas la défenseur. Je vous donne aussi d'autres arguments. Mais si vous voulez, j'y réponds. Non. Je vais dire, voilà, il y a d'autres arguments que votre discours. J'y réponds sans problème. Les chiffres du chômage, vous savez parfaitement que la moitié des emplois ces dernières années qui ont été créés, c'est des emplois ultra précaires ou d'apprentis, d'accord ? Qu'il veut taxer d'ailleurs à travers le nouveau projet de loi à sécurité sociale, et qu'en plus, là, le taux de chômage est en train de repartir énormément à la hausse, et que c'est précisément le résultat de sa politique, parce qu'il a plombé la demande populaire.
Et donc il n'y a plus de demande face aux entreprises. Que par ailleurs, il a confronté les entreprises à une concurrence absolument déloyale en refusant de taper du poing sur la table au niveau européen en disant stop, maintenant il faut protéger commercialement contre... Alors juste au passage, conséquence directe de la censure, enfin en tout cas... Ursula von der Leyen va faire passer aujourd'hui le traité du Mercosur parce qu'il n'y a pas de Premier ministre français et en tout cas il n'y a pas d'opposition française. On va pas faire le dossier Mercosur ici. Non, c'est très imprudent. Grande imprudence. Tout le monde remarque ce soir qu'elle a profité de l'absence de Michel Barnier. D'ouvrir le dossier du Mercosur. Elle a profité que le président Macron n'a jamais quitté la table des négociations. Aurélie Trouvé. Non, on ne va pas ouvrir le dossier. C'est pas un débat sur le Mercosur. Je vous interdis absolument d'en parler. C'est ce que remarquent un certain nombre d'observateurs. S'il vous plaît, parlons de l'autre opposition, c'est-à-dire le RN. Est-ce que le RN ce soir est renforcé ? Est-ce qu'au fond, il a montré sa capacité de sentir le faire Cette fois, le sang a coulé, comme je l'ai dit, ça change tout. Une fois qu'on a fait tomber un gouvernement, on a montré qu'on peut vraiment le faire. Est-ce que c'est un cap dans le rapport de force entre le RN et les autres? Le RN était en position de force. Il était avant cette motion de censure. Il le demeure après. Ça, c'est certain. Est-ce qu'il l'est encore plus? Une victoire de plus et ça concerne vraiment Marine Le Pen. C'est que depuis quelques jours maintenant, le procès du Rassemblement national, des assistants parlementaires européens, a disparu des plateaux de télévision, on n'en parle plus. Et donc, en ça, c'est aussi quelque part une bouffée d'air pour Est-ce que ça va plus loin encore? On a assisté sur ce plateau à des scènes très saisissantes hier soir, c'est-à-dire que des commentateurs soumettent des noms de premiers ministrables aux gens du RN en disant « et lui, vous en voulez, et lui, et elle », et au fond, ce sont eux... avec Michel Barnier. Mais ce sont eux. Le fait est que le RN est en capacité de dire « nous sommes respectables et nous avons le droit ». S'il y a des socialistes, non. Ça dépend. En réalité, s'il y a une autre alliance possible, s'il y a une partie des socialistes, pas tous, mais une partie, c'est un des enjeux de cette nouvelle époque que décrit Emmanuel Macron, c'est de sortir de la tenaille du RN. C'est de sortir de cette menace, qui est la double menace, c'est-à-dire LFI, RN, parce que l'un sans l'autre, ça ne censure pas le gouvernement. Donc, moi, je crois que Marine Le Pen, elle est renforcée auprès de ses militants et sympathisants et ses électeurs de son noyau dur. En revanche, je crois qu'elle a pu inquiéter un certain nombre de ses nouveaux électeurs, et Frédéric me confirmera là-dessus, qui regardaient Michel Barnier avec une certaine, de l'attentisme et pourquoi pas une certaine sympathie. Donc, parce qu'il a parlé de l'AME, il a parlé de la loi immigration, il a parlé de certaines choses. Donc, est-ce qu'elle est sortie complètement renforcée? Oui, elle a montré qu'elle avait une force de frappe, mais en même temps, d'ailleurs qu'elle ne peut avoir que si à LFI et une partie du NFP, je le répète, mais en même temps, il y a un certain nombre de ces électeurs qui disent peut-être qu'elle a été irresponsable. Est-ce qu'une coopération, même limitée, au moins une non-agression, est possible avec le RN? Il y a eu un début de ça avec Michel Barnier. Il y a des gens comme M. Retailleau qui ont donné, non pas des gages, disons, de compromis, mais en matière de programme, qui ne sont pas si loin de certains thèmes du RN. Est-ce qu'on peut aller vers le RN en disant ne nous censurez pas en échange de telle ou telle mesure? Est-ce qu'on va assister à ça? Marine Le Pen a fait la démonstration que non. Ils ont été les dindons de la farce. En réalité, elle l'avait déjà d'ailleurs montré sa capacité à surprendre au moment de la loi immigration il y a quelque temps. Le matin, Jordan Bardella disait on ne votera pas. L'après-midi, Marine Le Pen disait on vote. Bon. Et là, elle a bien montré qu'en obtenant 90% de ce qu'elle demandait, franchement, elle l'a quand même censuré. Donc non, la réponse, Darius, à votre question est non. Le seul moyen pour Emmanuel Macron de ne plus être sous la menace du Rassemblement national, c'est de se réconcilier avec le Parti socialiste. Et ça ne va pas être facile. Ça ne va pas être facile parce que Emmanuel Macron, il a en fait son émergence dans la vie politique découle du dynamitage méthodique du Parti socialiste. Oui, mais donc il y a beaucoup de gens qui lui en tiennent encore un peu rigueur. Avançons, parce qu'au centre du jeu, de toute façon, il y a les LR qui pèsent pas tellement que ça aux dernières législatives, mais il se trouve qu'ils sont au centre du jeu, quoi qu'il arrive. Merci beaucoup, Madame la députée. Merci. C'est un représentant LR qui va vous succéder. Voilà, la transition est faite. Pourquoi vous dites ça? Vous venez de faire la transition avec... Oui, c'est l'art de David Doucan et de mes collègues. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci, bonsoir. Vincent Jeanbrun, rejoignez-nous. Vous êtes député droite républicaine du Val-de-Marne. Je vous en prie. Bonsoir, monsieur le député. Merci beaucoup. Un petit mot d'abord simplement sur l'intervention du président de la République ce soir. Tout à l'heure, à votre place, il y avait Henri Guénaud, gaulliste historique, qui était choqué par le fait que le président de la République parle d'anti-républicains en parlant du RN et du LFI. Quel est votre avis?
On a quand même assisté ces dernières semaines, et particulièrement par la journée parlementaire hier, à des forces politiques qui avaient envie de renverser nos institutions et notre système. Donc, ils ne sont pas anti-républicains au sens où ils n'ont pas leur place dans l'hémicycle. Il y a des électeurs qui ont voté pour eux, donc ils sont légitimement élus. En revanche, on voit qu'il y a une volonté de déstabiliser notre système et notre République. C'était vrai, rappelez-vous, quand Manuel Bompard disait au micro, je crois que c'est Jean-Jacques Bourdin, oui, nous voulons faire sauter la République. Bon, eux, ils avaient déjà signé leur volonté. Et là, on voit que Marine Le Pen, qui pendant un temps a été tentée par la stratégie de la cravate, la respectabilité, et bien finalement, l'instinct primaire est revenu et effectivement, ils se sont alliés avec la LFI dans une alliance objectivement complètement folle, puisqu'ils ont été jusqu'à voter une motion de censure qui les insultait à moitié dans le texte. Et bien, ils ont montré qu'eux aussi, ils étaient finalement dans une volonté d'affaiblir la République. Donc, anti-républicain, ça n'aurait pas été mon expression, mais clairement, dans une attaque en règle de nos institutions, certainement, oui. Oui, ce soir, Marine Le Pen réagit tout de même aux propos du chef de l'État en disant « Cette motion de censure, elle est prévue dans les textes, malgré tout. Donc, c'est un outil. » Alors, certes, on peut dire le texte soumis par le nouveau Front populaire effectivement attaquait les positions ou certaines parties du programme du Rassemblement national, mais un député peut utiliser les outils qui sont mis à la disposition. Si vous me demandez, est-ce qu'ils ont respecté la loi ? Bien sûr. Est-ce qu'ils ont respecté les règles du jeu ? La Constitution, Ils ne sont pas sortis du jeu démocratique, n'ont pas appelé les partisans du Rassemblement national à prendre d'assaut l'Assemblée nationale. Ils ont respecté les règles du jeu, pas de sujet. Mais dans quel objectif ? Quel est l'objectif ? Vous le disiez à l'instant sur le plateau, pour négocier des points, Michel Barnier avait entendu leurs demandes, cédait sur plus de 90% des projets, était prêt probablement dans le week-end encore à céder. Non, quand on cherche le chaos, Monsieur le député, c'est pourquoi Michel Barnier n'a pas fait ce pas supplémentaire. Parce qu'à un moment donné, probablement qu'il a senti que c'était plus une question de milliards, c'était une volonté de coup politique, c'était une volonté de faire diversion probablement du procès qu'il a mis en accusation et pour lesquels elle risque gros. Et je pense qu'ils ont senti à Matignon qu'à un moment donné, c'était plus la peine de discuter. Peu importe ce qu'on donnerait, peu importe ce qu'on lâcherait, elle appuierait sur le bouton nucléaire. Et quand on appuie sur l'arme nucléaire, sans projet derrière, sans capacité de proposer mieux à la France, eh bien c'est que d'une certaine façon, on cherche le chaos et on est irresponsable. Si Emmanuel Macron avait l'idée, je ne sais pas si ce sera le cas, de se tourner vers une personnalité de gauche pour remplacer Michel Barnier, est-ce qu'il perdrait automatiquement le soutien des LR ? Le sujet, c'est pas de soutenir Emmanuel Macron ou un chef de gouvernement, c'est de travailler de manière responsable dans l'intérêt des Français. Alors, donc ça posera deux questions tout de suite. De qui parle-t-on ? Et pourquoi faire ? Alors Vincent Jeanbrun, pardon, je vous interromps parce qu'on a un faisceau qu'on doit absolument prendre maintenant avec Lucie Castet, puisque vous parlez, vous faites bien les enchaînements, David Doucan. Mais je suis là pour ça, moi, Darius. Vous êtes un professionnel, bien sûr. Merci beaucoup, Lucie Castet, d'être avec nous en direct. Il faut rappeler pour ceux qui l'ignoreraient, qui auraient été sur Mars pendant cet été, que vous étiez candidate au poste de Première ministre du nouveau Front populaire. Est-ce que vous l'êtes d'abord toujours ce soir, après les déclarations d'Emmanuel Macron, après tout ce qui a été dit et entendu ce soir ? Bon, je l'ai toujours dit, je vais le répéter, c'est pas une question de personne. Si les partis de gauche souhaitent se tourner vers moi pour proposer ma candidature, je répondrai présente à l'appel, mais c'est pas une question de personne. La vraie question, c'est pourquoi faire et comment répondre au mieux aux attentes des Français. Lucie Castet, vous étiez allée voir le président de la République. Dans notre émission hier, vous disiez qu'il y avait eu cet entretien un peu comme un grand oral où vous avez posé des questions un peu, voilà. Aujourd'hui, il dit il y a un front anti-républicain. Vous, NFP et le RN, vous êtes un front anti-républicain. Que lui répondez-vous ? Je suis extrêmement choquée par l'usage de cette expression qui, à mon sens, n'est pas à la hauteur d'un chef d'État. Je suis extrêmement choquée quand on sait comment beaucoup de députés macronistes ont été élus, c'est-à-dire grâce au Front républicain qui a été monté cet été dans un grand élan et de mobilisation des électeurs et de la société civile. Par ailleurs, quand on sait que Michel Barnier s'est tourné exclusivement vers le Rassemblement national pour négocier et essayer de faire passer des textes, notamment son budget, je pense que l'expression est dramatique. Je pense qu'elle n'est pas à la hauteur du moment et donc évidemment je la rejette totalement. Est-ce que vous sentez autour de vous les défections ? Il y a quelques mois, quelques semaines, il y avait une forme d'unité à gauche autour de vous, hein, et puis petit à petit, les jours passant, on voit qu'elle s'est effritée. Et ce soir, il y a des gens comme M. Guedj qui dit chiche pour être consulté pour ce gouvernement d'intérêt général.
Non, je ne sens pas du tout de défection. Je sens tous les partenaires de gauche particulièrement attachés à un projet. La vraie question, c'est qu'est-ce qu'on veut faire pour les Français. Je suis par ailleurs étonnée d'entendre le président de la République qui dit vouloir protéger les Français alors même qu'il refuse de financer les services publics pour pouvoir protéger les intérêts des plus fortunés. Donc non, je ne sens pas de défection. Je sais que la gauche est tournée vers les intérêts des électeurs. Électeurs qui sont pour les 2/3 insultés ce soir par le président de la République. Lucie Castet, il y a des commentateurs qui disent on aurait dû lever l'hypothèque, comme on dit dans la 4e République, c'est-à-dire vous proposer, et puis vous auriez peut-être été renversé au bout de quelques jours, mais au moins on aurait essayé. Est-ce que c'est effectivement un plan qui vous conviendrait ? Moi, je pensais au départ que le président de la République pouvait se tourner vers la gauche pour lui proposer de gouverner et d'essayer de construire, comme on l'avait promis, des majorités texte par texte, et ensuite on aurait pu être renversé. C'est le jeu de la démocratie, c'est un jeu qu'on a accepté de jouer. C'est un jeu, c'est une expression, mais c'est le sens en tout cas de nos institutions. Et oui, je pense qu'il aurait dû faire cela, je pense qu'on ne serait pas dans cette situation, mais pour ça, il aurait fallu que le président de la République accepte et entende un des messages des élections qui était celui d'un changement de cap politique. Madame Castet, il y a ici sur ce plateau Vincent Jeanbrun. Alors c'est pas l'extrême droite, Vincent Jeanbrun, c'est un républicain, un bon teint, voilà. Est-ce que dans cette assemblée où les avis sont tellement bien fait de venir. Incendiaires, est-ce que des ponts sont possibles quand on parle de gouvernement d'intérêt général ? Est-ce qu'un gouvernement des sages, ou certains en rêvent, deux personnalités, voilà. Lucie Castet, Vincent Jeanbrun, dans un même gouvernement, peut-être. Certains en rêvent, certains disent, il y a des pays, moi je suis suisse, vous savez, dans un pays comme la Suisse, on voit ce genre de choses. Est-ce que vous imaginez un jour que dans un même gouvernement, il puisse y avoir des gens de cette sensibilité et de la vôtre ? Allez. 2 points sur ce sujet. Déjà, cet été, j'ai consulté des représentants politiques d'autres groupes que le Nouveau Front Populaire, notamment des représentants de l'IOT et du MoDem. Donc, vous voyez qu'on est prêt à travailler avec des gens, mais la question d'un gouvernement, c'est la question d'une ligne et d'un projet politique. Pour l'instant, je n'ai pas l'impression que l'on partage un projet politique avec les Républicains, et c'est pour ça qu'on avait proposé que le gouvernement, composé par le Nouveau Front Populaire, éventuellement ouvert à des représentants de la société civile et à des membres qui se retrouveraient dans notre projet politique, des membres d'autres groupes, mais qui se retrouveraient dans notre projet politique, de pouvoir construire ensemble sur la base de propositions de notre part. Et donc, dans ces cas-là, et on l'a fait dans le cadre de la discussion du PLF à la Commission des Finances, on peut trouver des accords, y compris avec des Républicains, très ponctuels sur des textes que l'on proposerait à notre initiative. Au-delà de ça, un gouvernement d'urgence, peut-être qu'on en sera là. On parle quand même de crise de régime. Ce qu'on vit là est sans précédent depuis 1962. Il faut toujours le rappeler. Ce sont vraiment des événements, c'est d'une crise d'ampleur historique. Un gouvernement d'urgence dans lequel siégeraient des sages, vous êtes peut-être trop jeunes l'un et l'autre, pardon, je ne veux pas vous offenser, mais on parle de gens comme d'anciens premiers ministres qui représentent chacune de ces tendances. Est-ce que c'est imaginable pour vous ? Peut-être vous en dire un mot aussi, Vincent Jeanbrun, en parlant à Lucie Castet. Est-ce qu'on en arrivera là ? Pour le coup, on a un point d'accord, c'est que la question, c'est le fond, c'est pas le casting. C'est-à-dire que, bien sûr, il y a un moment donné, on n'est pas dans une logique de dire est-ce qu'on prend... on n'est pas en train de faire une équipe de foot ou le dernier film des Avengers. Le sujet, c'est quelle est la feuille de route ? Alors, on est conscient que la feuille de route, elle va devoir être très consensuelle, probablement pétrie de compromis. Mais il est certain, et je ne fais pas offense à Lucie Castet en disant ça, mais moi, j'ai battu une candidate LFI qui voulait désarmer la police, qui disait que la police tuait nos enfants. Vous-même, Madame Castet, vous avez dit qu'il fallait régulariser tous les sans-papiers. Il y a des sujets comme ça qui, clairement, ne permettent pas un dialogue constructif. Donc, il ne faut pas mentir aux Français. On ne va pas, nous, faire l'alliance de la carpe et du lapin qu'on dénonce dans le vote de la motion de censure. Moi, quand vous avez des députés LFI qui proposent l'abrogation du délit d'apologie du terrorisme en France, après tout ce que nous avons vécu, pardon, mais il y a des limites, effectivement, sur lesquelles qu'on ne pourra pas franchir. Je vais laisser, Madame Castet répondre. Je glisse juste cette information. Source concordante à TF1 et à LCI. Le nouveau Premier ministre sera nommé au plus tôt lundi. Alors, les promesses engagent ceux qui les croient, mais enfin, au plus tôt lundi, le temps pour le président de la République de mener une série de consultations et de laisser passer la réouverture de Notre-Dame de Paris. Et je vous laisse répondre, Lucie Castet. Non, mais je
pour une fois, je partage un point qui vient d'être évoqué par votre invité. Je pense que il faut d'abord effectivement parler de fond. Et sur ce point, moi, je pense qu'on était capable de trouver des convergences sur la question des services publics. Il se trouve que les Républicains se sont alliés avec le Rassemblement national et avec le camp macroniste pour refuser toute augmentation d'impôts sur les plus grandes entreprises et les plus fortunés. Mais je pense que quand même, texte par texte, sur des questions liées à la restauration de nos services publics, notamment notre système de santé, notre système éducatif, nos logements, etc., qui sont vraiment au cœur des préoccupations des Français, là, je pense que nous pourrions trouver des majorités. Et donc, je pense que nous pourrions travailler sur cette base. C'est difficile pour moi d'entendre ça parce que en censurant le gouvernement, en faisant tomber le budget qui était préparé, on enlève de l'argent aux EHPAD, on enlève de l'argent à la police, on enlève de l'argent aux agriculteurs. Bref. Pas du tout. Comment ça ? Pas du tout. Vous avez censuré un budget qui, certes, on avait 4000 postes de professeurs qui étaient supprimés par le budget. Je partage évidemment pas cette position. Je pense que c'est tout à fait une contre-vérité. Pas du tout. Au contraire, on a un budget qui dégradait encore plus le financement de nos services publics. Et donc, on a voté en responsabilité. On n'a pas voté. Enfin, j'ai pas voté. Moi, je ne suis pas parlementaire, mais les parlementaires du Nouveau Front Populaire ont voté en responsabilité, en censurant le PLFSS pour lutter contre une nouvelle dégradation de nos services publics qui sont déjà exsangues. Lucie Castet, une question encore, s'il vous plaît. En dehors d'un gouvernement Nouveau Front Populaire, on comprend évidemment que vous soutiendriez. En dehors de ça, est-ce qu'il y a une autre solution que vous pourriez tolérer sans voter une censure ? Ou au fond, est-ce que vous dites ce soir, n'importe quel gouvernement autre que le nôtre, nous le censurons ? Je n'ai pas dit ça. Pour ma part, ce que je dis, c'est qu'il me semble nécessaire que la gauche soit amenée à gouverner, éventuellement en élargissant à des personnalités de la société civile et à d'autres personnalités qui pourraient se reconnaître dans le projet politique qui est porté par la gauche. Ensuite, il y a des discussions en cours, par exemple, sur la possibilité d'un accord de non-censure en cas contre la non-utilisation du 49.3. Je pense que ce sont des pistes intéressantes et qui montrent encore une fois le fait que la gauche est constructive et prête à discuter. Madame la députée, merci beaucoup. Vous êtes déjà dans l'ambiance Noël. Il y a le sapin de Noël derrière vous. Je ne suis pas députée, mais merci pour cette promotion. Merci beaucoup. Merci d'avoir été en direct avec nous. Merci à vous. Bonne soirée. Réaction à ce que vient de dire peut-être Lucie Castet. Oui, je voulais réagir sur ce qu'a dit Vincent Jeanbrun, qui a mis en avant des sujets urticants qui rendent toute alliance très compliquée ou toute collaboration avec la France insoumise. Vous avez cité la police, vous avez cité l'apologie du terrorisme, mais on aurait dû peut-être le dire tout à l'heure à Aurélie Trouvé, ce sont des lézardes qui traversent la gauche. La crise de la gauche, si la gauche fait 30% à toutes les élections nationales depuis 7 ans, quand on avait fait 45% en 2012 aux élections législatives, c'est que même au sein du peuple de gauche, comme disait l'autre, on ne trouvera jamais une majorité d'électeurs de gauche à penser que la police tue, qu'il y a un racisme d'État en France, à soutenir un délit, la fin du délit d'apologie du terrorisme, à dire que la burqa est un vêtement culturel, que les émeutes du 30 juin 2023 étaient des émeutes sociales. C'est ça aussi la crise de la gauche. Et ce que vous avez mis en avant comme point d'achoppement à des retrouvailles ou plutôt un travail de collaboration avec des forces de gauche radicales de la France insoumise, c'est ça aussi qui fait peut-être beaucoup réfléchir ces socialistes qui ne franchissent pas le pas, à mon avis, tant qu'il n'y aura pas de scrutin proportionnel. Et ils vont y perdre tout leur honneur. Vous avez raison. C'est à un moment donné, là, ils ont commis une faute en votant la censure avec la LFI et avec le RN. Mais bon sang, ils ont gouverné ce pays 2 fois sous 2 présidents. À un moment donné, il y a certainement encore chez eux l'esprit et le souffle républicain. Enfin, il y en a quand même 1 ou 2 qui ont lu Jaurès. Et je me dis, tout n'est pas perdu parce qu'ils peuvent encore faire partie du camp des républicains sincères. Pas forcément pour aller tous s'additionner dans un gouvernement qui n'aurait pas de sens, mais à minima conclure un pacte de non-censure pour que le pays ait un gouvernement, qu'il soit technique ou politique, mais un gouvernement qui permette d'avancer suffisamment pour qu'à un moment on s'en sorte. Et là c'est ce que devrait proposer le président de la République demain en recevant ces formations, les représentants de ces formations, de cet arc républicain qui ne sont donc ni l'extrême droite ni l'extrême gauche, comme il l'a dit, il va proposer ce pacte. Une remarque. Est-ce que, pardon, parenthèse sur les délais qui sont en train de donner, je rappelle, c'est la nouvelle qui est donnée par les services de TF1 et d'LCI. On attend maintenant lundi. Est-ce qu'on peut revivre le scénario de la nomination de M. Barnier ? Ça va durer, je crois, 51 jours, où on se donne le temps, parce qu'il en faut, de consulter, contre-consulter. 51 jours de grâce.
De grâce, Darius, espérons que cette fois-ci Emmanuel Macron n'aille pas jusque dans ses extrémités. Toutefois, dans les informations... Il a donné, pardon, je me permets, il a donné une sorte de calendrier qui fait qu'on pourrait attendre. Oui, bien sûr. De toute façon, la loi spéciale, elle peut être votée sans le nouveau gouvernement, donc voilà. Mais ensuite, il faudra quand même voter un budget. Donc si on peut avoir le budget 2025 avant que 2025 soit terminé, ce serait vraiment, je pense, une bonne nouvelle pour le pays. Mais plaisanterie mise à part, dans les informations qui nous parviennent des proches d'Emmanuel Macron, les mots-clés, c'est au plus tôt. C'est-à-dire que c'est au plus tôt lundi. Avec Damien, on a un peu l'expérience d'Emmanuel Macron, si vous voulez. On l'a suivi de nombreuses années. Donc on sait que en matière de nomination, ça peut parfois prendre un peu de temps. Mais dans le cas qui nous occupe... Dans un scénario, entrer dans un scénario à l'italienne ou à la belge en certaines époques, où au fond, c'est vrai qu'on disait le pays ne s'écroule pas pour autant. Oui, mais là, il faut qu'on vote un budget. L'Italie, rappelez-vous, avait des budgets qui étaient votés de façon un petit peu aléatoire. Et puis l'économie tourne quand même. C'est certain qu'il y avait ces éléments de langage répétés dans le camp présidentiel de attention avec cette censure, ce sera le chaos, les marchés financiers. Il n'a pas répété ce soir. Aujourd'hui, on regarde les marchés, on regarde la bourse, ça va, ça tient. Alors, combien de temps, certes, mais c'est vrai que... pas que ça dure. Voilà. Attendez, ça c'est une guerre dans le jardin de M. Vincent Jeanbrun. Regardez, il est un peu gêné, Vincent Jeanbrun, parce que, pardon, M. Jeanbrun, je le rappelle que c'est votre Premier ministre, c'est votre Premier ministre qui, sur le plateau de TF1, avait parlé de tempête. Où est la tempête ? Eh ben, elle est dans nos circonscriptions. Elle est sur le terrain. Alors, là, on est sur des spots de plateau télé. Il n'y a pas de sujet. Économique. Non. On a fait une réunion de groupe avec mes collègues parlementaires cet après-midi autour de Laurent Wauquiez. Tous de leur territoire, ils nous ont fait remonter les premiers tremblements. L'entrepreneur qui appelle ma collègue députée en lui disant j'ai eu 3 renonciations de commandes. Un artisan qui dit j'ai 3 foyers français qui s'inquiètent et se disent on va reporter les travaux. C'est pas lié à la censure, ça. Mais c'est complètement lié. C'est une question de psychologie. On a des sondeurs autour de la table. C'est un climat économique qui fait peur. Vous avez des entreprises de mon territoire sur ma circonscription qui décalent. On connaît aussi des entreprises qui, compte tenu de la nouvelle situation, eh bien, ne vont pas être chargées, ne vont pas être impactées par une réforme fiscale qui devait être mise en place au 1er janvier. Je suis député du marché de Rungis. Il y a beaucoup d'entreprises sur le marché de Rungis, des PME familiales, qui disent, là pour les fêtes, les gens vont faire attention, on vendra moins bien. Ils faisaient déjà attention, les gens. Avant la censure, ils faisaient déjà très attention. Encore plus. Et 2, à quoi s'en tenir ? Y aura-t-il un budget, pas un budget ? Est-ce qu'il aura lieu en janvier, pas en janvier ? Est-ce que fiscalement ça va augmenter ? L'électricité, oui, non, etc. L'incertitude crée de la difficulté économique. Et là où vous avez raison, c'est que si ça n'a lieu qu'une fois et qu'on a la chance d'avoir un gouvernement d'intérêt général et qu'on arrive à redresser la barre, alors ça aurait été juste un petit chaos sur la route. Si en revanche, on n'arrive pas à construire ce gouvernement, qu'on est à nouveau à la merci de Madame Le Pen et de la LFI, et que finalement on sent que la censure est possible tous les 2 matins, là, à ce moment-là, l'incertitude va devenir le chaos qu'on a annoncé, la fameuse tempête qu'a annoncé Michel Barnier. Surtout tempête ou pas tempête, Darius, pardon, mais juste d'un mot. On va à 7% de déficit. Non, mais c'est pas sérieux. Donc, si vous voulez, il faudra quand même qu'un budget soit voté et un budget qui puisse permettre d'essayer de se diriger vers des déficits un peu moins lourds. Là, je suis moins sûre. Et ben voilà. Parce que le gouvernement d'intérêt général, il va faire quoi ? Il fait passer un budget. Il ne fait pas passer un budget qui descend tellement et un budget de qui n'arrive pas à 5%. On va vers des compromis. Donc on va avoir 6% de déficit l'année prochaine. Il y a un mot qu'on n'a pas prononcé, c'est le mot dette. N'oublions pas que cet enjeu remonte dans la hiérarchie des préoccupations des Français comme un cheval au galop. 11 points de plus de priorité entre septembre 2023 et septembre 2024. Là aussi, c'est un point d'inquiétude très fort dans l'opinion publique, d'autant plus que les Français la voient dans leur vie quotidienne. L'accès au crédit, l'accès à l'emprunt bancaire, dans le baromètre fiduciaire auprès des TPE, jamais l'accès au crédit a été aussi mauvais depuis 15 ans. Bien sûr. Quel est le risque du désordre ? Le mot désordre ce soir dans la bouche du président de la République était un de ceux qui ont le plus marqué. Écoutez-le. Pourquoi ces députés ont-ils agi ainsi ? Ils ne pensent pas à vous, à vos vies, à vos difficultés, à vos fins de mois, à vos projets, soyons honnêtes. Ils ne pensent qu'à une seule chose, à l'élection présidentielle. Pour la préparer, pour la provoquer, pour la précipiter. Et cela avec le cynisme, si c'est nécessaire, et un certain sens du chaos. Mais ce faisant, d'abord, il se garde bien de vous rappeler la réalité de notre Constitution. Quoi qu'il advienne, il ne peut pas y avoir de nouvelles élections législatives avant 10 mois. Et dans ces conditions, l'Assemblée a le devoir de faire ce pourquoi vous l'avez élu. Travailler ensemble au service de la France et des Français.
Oui, c'est... Voilà, cette situation de blocage qui fait que nous sommes dans une crise institutionnelle réelle. Que va-t-il arriver maintenant? Est-ce qu'on va revivre dans ce gouvernement, voire réapparaître des têtes, en réalité, notamment de votre camp? Lisons, c'est une des nouveautés de la soirée, les déclarations de Bruno Retailleau au Figaro. Il est prêt à continuer. Je ne travaillerai pas avec la gauche, dit-il, qui s'est compromise en votant comme un seul homme la motion de censure scandaleusement rédigée par LFI. Mais il dit aussi les Républicains devraient censurer n'importe quel Premier ministre qui voudrait appliquer tout ou partie du programme délirant du NFP. Mais il dit aussi, si les conditions, à ces conditions-là, évidemment, il serait prêt à repartir. Est-ce qu'on va voir dans ce gouvernement, quoi qu'il arrive, reparaître un certain nombre de ministres, comme Bruno Retailleau, par exemple? D'abord, oui. En tout cas, on peut souhaiter que des personnalités qui ont témoigné de leur efficacité dans leur mandat ministériel, c'est le cas de Bruno Retailleau, puissent continuer leur œuvre. C'est sûr que 3 mois, ça a permis de montrer la volonté et d'impulser une dynamique, c'est pas suffisant. Donc, à titre personnel, évidemment que je le souhaiterais. Maintenant, le Premier ministre tient sa nomination entre les mains d'Emmanuel Macron et c'est à lui de choisir. Et il y a 2 choses. Il y a évidemment la participation et il y a le fait de censurer ou pas. Si c'est un Premier ministre de gauche qui veut appliquer le programme de la LFI avec des LFI dedans, on censurera instantanément. Ce sera si pas c'est ça. une personnalité plus modérée, Monsieur Cazeneuve avait été cité à l'époque l'été dernier. Eh bien, là, à ce moment-là, on avait dit nous, on ne participera pas. Ça n'aurait pas de sens. Mais en revanche, on ne censurera pas de manière automatique, de façon à regarder. Laurent Wauquiez l'a dit très clairement, on est dans une logique de responsabilité, on la doit aux Français. Maintenant, évidemment que si les LR sont prêts à prendre leurs responsabilités, Une remarque, Darius, pas de talent. Une remarque sur la méthode, parce qu'elle est à mon avis problématique. Demain, le président de la République va recevoir les forces de son ancienne majorité, les Républicains, enfin la droite républicaine et le Parti socialiste. Il n'a pas encore nommé de Premier ministre. Ne conviendrait-il pas, dites-nous ce que vous en pensez d'ailleurs, Vincent Jeanbrun, ne conviendrait-il pas de nommer un Premier ministre et de laisser cette personnalité mener les discussions? C'est ce qui se fait souvent à l'étranger. Avec les différentes forces politiques, qu'en dites-vous? Là, le président reste au cœur du jeu. Lui-même qui est devenu, on peut le regretter ou s'en réjouir, moi c'est pas mon sujet, mais il est devenu un irritant. Vous ne me contredirez pas, Frédéric. Bon. Donc, est-ce que cette méthode-là déjà ne pose pas problème? Je pense que il va faire les deux. C'est-à-dire que ce week-end, il doit vérifier que les différentes composantes du socle commun et éventuellement de quelques formations qui pourraient s'y additionner ne ferment pas tout de suite la porte. Parce que dans ce cas-là, c'est pas le même profil de Premier ministre, à mon avis. S'ils sont une ouverture, si au Parti Socialiste, vous avez 45 députés qui, comme M. Gage, disent allez, pourquoi pas se mettre autour de la table des discussions. Combien vous dites? Ça veut pas dire... Il faut 45. Oui, il en faut 45. Ouais, c'est ça, pardon. Ouais. Si ces 45-là sont prêts à discuter, ça veut pas dire qu'on va composer un gouvernement, mais ça ouvre une perspective au président de la République pour désigner un profil de Premier ministre qui serait cet homme de dialogue. Dans les autres pays, on vote à la proportionnelle et c'est en général celui qui a fait le meilleur score qui est chargé de cette mission. Tout à fait. Là, on n'a pas ce système-là en France, donc c'est très compliqué de dire tu es issu de telle formation, donc c'est à toi de le faire. Donc je pense qu'il va vérifier une faisabilité. On verra si elle sort du chapeau, c'est pas gagné. Et ensuite, on verra. En tout cas, la droite républicaine, nous, on est dans une logique pour le pays et pour les Français, pour les protéger, de vouloir sauver la République. Parce qu'au fond, c'est ça le sujet qui nous rassemble ce soir. Il y a des gens aujourd'hui qui veulent la mettre à terre, on a commencé l'émission comme ça, et il y en a d'autres qui se disent, bon, on ne va pas pouvoir briller par tout à fait le projet ou le programme qu'on voulait, mais la République est en danger, on se relève les manches, on se met au travail. Est-ce que finalement cette motion de censure n'aura pas servi un peu de déclic, d'électrochoc, et est-ce qu'elle peut rendre raisonnable, entre guillemets, peut-être un tout petit moment, justement, cette partie du paysage politique hors LFI, hors RN, c'est-à-dire dialoguer, peut-être ne pas participer au gouvernement, mais ne pas censurer tout de suite, ou au contraire même laisser passer, enfin bref, créer une forme de dialogue républicain et de travail en commun sur un certain nombre de projets et qui montrerait de la responsabilité aux Français, notamment faire passer le budget, puis ensuite quelques projets de loi qui sont indispensables. Moi, je crois que on pourrait avoir ça. En tout cas, ce serait le bon côté de ce qui s'est passé hier soir. En revanche, il y aura tout de suite, ça veut dire un certain statu quo. Ça veut dire qu'on ne touche pas les retraites parce que vous ne seriez pas d'accord,
et les macronistes non plus, mais ça veut dire qu'il n'y a pas de nouvelle loi immigration, ou qu'il n'y a pas de décret immigration nouveau, parce que là, la partie gauche ne voudrait pas non plus. Donc ça veut dire qu'il y a une forme d'affaires courantes, budget, puis affaires courantes, et éventuellement 1 ou 2 projets qui sont attendus, évidemment, sur les agriculteurs, ou peut-être... des choses qui sont que pendant 10 mois, il y a une forme de pause, mais d'apaisement. En tout cas, mais pendant de paix. 10 mois, au Hôtel Krief, on ne peut pas avoir une absence de gouvernement, ou pire, un gouvernement qui tient 2 semaines tous les 15 jours, qui tombe. Donc il va falloir se trouver une solution. Est-ce que les gens raisonnables doivent se parler ? Je le pense. Et d'ailleurs, vous savez, jusqu'au 7 juillet dernier, moi j'étais maire de l'Haye-les-Roses. Pendant 10 ans, j'ai été maire. On se parle. À côté de moi, j'ai une ville de majorité socialiste, une ville de majorité communiste, une ville d'hiver droite sans étiquette. Laurent Wauquiez, il est prêt à parler ou pas avec tout le monde ? On travaille à cette échelle locale pour l'intérêt général. On a un réseau de géothermie, on travaille ensemble. Êtes-vous prêt à travailler ? On l'a en tant qu'élu locaux. Êtes-vous prêt à travailler aussi avec le RN, ou en tout cas à pactiser sur certains thèmes précis ? Écoutez Sébastien Chenu qui accuse la classe politique, mais évidemment surtout le président de la République, de lui faire porter le chapeau, de leur faire porter le chapeau selon leur expression. Il essaye de rejeter, passer le mistigris aux autres. La situation actuelle, que ce soit celle de la France, que ce soit la situation politique liée au contournement de la volonté des Français aux législatives, c'est le résultat de ce qu'a fait Emmanuel Macron. La politique économique, sociale, la crise économique, sociale, sécuritaire, migratoire, c'est l'œuvre d'Emmanuel Macron. Et cette dissolution, c'est son œuvre. Et donc aujourd'hui, Emmanuel Macron essaye de faire croire que finalement, le Rassemblement national, qui n'a jamais été au pouvoir dans ce pays, serait responsable de tout. Tout ça n'est pas très sérieux, malheureusement. Vincent Jeanbrun, est-ce que vous entendez ce que dit le RN ici ? Non, là, franchement, c'est un peu se moquer du monde. Sébastien Chenu sait parfaitement que il était présent physiquement et il a signé pour voter cette motion de censure. Qu'Emmanuel Macron, en tant que président de la République, soit responsable du climat global, c'est évident. Enfin, je veux dire, évidemment que le président de la République a une responsabilité. Mais le chaos qui nous rassemble ce soir, cette motion de censure qui fait tomber un gouvernement qui pourtant a été à l'écoute de toutes les formations politiques qui voulaient bien dialoguer, et y compris avec le RN, on peut le dire, Michel Barnier, il a négocié jusqu'au bout. Mais pardon, plus profondément que cela. Et là, vous avez le RN qui a juste simplement appuyé sur le bouton du chaos et qui ne veut pas l'assumer. Plus profondément que cela, Vincent Jeanbrun, fait une erreur politique. Rappelez-vous, par exemple, la gauche démocratique socialiste. François Mitterrand a travaillé, il les a même mis dans son gouvernement, des communistes qui à l'époque soutenaient une dictature, qui avaient des missiles dirigés contre nous, qui soutenaient un État totalitaire. C'était encore autre chose que le RN d'aujourd'hui. Et puis, on a considéré que ça faisait partie du cours de l'histoire. Est-ce qu'à jamais vous considérez le RN comme infréquentable ? Mais n'avez-vous pas eu le sentiment que c'est ce qu'a fait Michel Barnier, de dire... Ah non, il n'a pas mis ministériel dans son gouvernement. On en est loin. Dans le gouvernement, mais il a ouvert la porte à dialoguer avec tout le monde, y compris à l'époque avec la LFI. Rappelez-vous de cette première passe d'armes où il dit mais le RN, vous leur avez envoyé un front républicain dans la figure aux législatives. On peut pas dire que... Moi, j'ai affronté une candidate à LFI, donc c'est pas mon sujet. Mais en l'occurrence, Michel Barnier avait ouvert la porte à tout le monde, considérant qu'il fallait discuter avec tous ceux qui avaient envie de discuter. Et la porte est restée ouverte à Marine Le Pen, à ses députés. Elle a fait le choix, on se le disait tout à l'heure, d'appuyer quand même sur le bouton de la censure, parce qu'encore une fois, elle a un autre agenda. C'est à la fois un agenda politique pour la présidentielle, mais aussi à plus court terme, l'agenda judiciaire. Et je crois qu'elle a tout simplement essayé de servir de cette censure. La leçon de tout ça, le RN qui est en position, quoi qu'il arrive, encore maintenant, comme le dit le président de la République, ça va durer 10 mois, jusqu'en juillet 2025. Le RN est en position, en réalité, parce que c'est lui la variable. Le FP, on l'a compris. Le RN est en position de force, sauf si les macronistes réussissent à décrocher 45 socialistes. La poutre travaille, c'est ce qu'avait dit Édouard Philippe en 2017. Voilà. Laissons-la travailler encore et toujours en 2024. C'est en fait ce que nous dit effectivement. Ce soir, on a une phrase que quelqu'un m'a envoyée en disant on dialogue timidement. Il faudrait être un peu moins timide là. Oui, et à mon avis, c'est drôle. On dialogue timidement parce que c'est pas évident. On s'est envoyé des deux. C'est les couples au début des histoires d'amour. Qui recommencent, se reparlent. Ou à la fin. Et ce serait dangereux de voir uniquement le RN comme un gagnant. Il va devoir gérer auprès de ces nouveaux électeurs dont on parlait, ces retraités, ces cadres, ces entrepreneurs, qu'il a perdu sa logique de distinction, notamment par rapport à la France insoumise. C'est pas si gagnant que ça. Et puis surtout, si jamais il y a la gauche qui revient d'une façon ou d'une autre, bravo, c'est bingo, pour la motion de censure qui fait revenir la gauche au pouvoir pour le RN. Alors, c'est pas mal, parce que si Bruno Retailleau sort,
c'est un rival pour le RN. Donc ça leur redonne une forme de monopole sur certaines questions. Donc ils peuvent être secondairement bénéficiaires. Ça montre l'hypocrisie. Mais dans un premier temps, s'il y a de la gauche qui revient d'une façon ou d'une autre, des concessions qui sont faites à la gauche... Des noms, c'est qui la gauche? C'est Bernard Cazeneuve? Non, mais alors... Non, mais je veux dire, la galaxie, c'est qui? Est-ce que François Hollande peut... non, mais vous n'avez pas entendu. Non. Le tacle de ce soir sur les partis qui ont gouverné et qui ont associé, c'est pour François Hollande. Non, mais Darius, attendez, donc vous n'avez pas l'air d'y croire vous-même. Non, mais attendez, parce que Darius, il ne faut pas vous laisser dans une frustration. Vous avez besoin d'informations et de coulisses. Sachez tout de même que ce matin, il y a eu une sorte de discussion entre François Bayrou et Bernard Cazeneuve. Ils ont bavardé. Aujourd'hui, parce que Darius veut avoir les dernières informations en route et vous les lui refusez, ce qui n'est pas sympathique, c'est pas gentil. Aujourd'hui, ce que l'on sent, c'est qu'il y a une tentation chez Emmanuel Macron, peut-être, de se tourner vers François Bayrou. Est-ce que François Bayrou est un homme qui serait en capacité d'aller chercher des socialistes, etc. Frédéric Dabi. Ce qui s'est passé, c'est que Emmanuel Macron voulait nommer Sébastien Lecornu ce soir. Dans la journée, François Bayrou puis Gabriel Attal lui ont signifié une impossibilité. François Bayrou déteste Sébastien Lecornu. Non, c'est pas ça. Il a envie d'être Premier ministre. Alors, il a envie d'être Premier ministre. Gabriel Attal n'a pas envie que un de ses anciens ministres soit son Premier ministre. Enfin, pour d'autres questions. Enfin, bref. Le fait est que il y a ce soir eu clairement un barrage qui a été fait à Sébastien Lecornu, alors que ce matin, il devait être ce soir le Premier ministre de la France. Voilà. L'histoire se répète. C'était Catherine Vautrin, c'était Julien Denormandie. On voit que les barrages. C'est toujours. On commence par les barrages et c'est pour ça que lundi, c'est pas sûr. François Bayrou, par exemple, admettons, j'en sais rien, que ça finisse comme ça. Frédéric Dabi disait tout à l'heure, il y a un sujet très important, c'est la proportionnelle. Parce que si vous mettez la proproportionnelle, le RN, ça les apaise, et les socialistes, ça peut les décrocher. D'accord ? Vous mettez François Bayrou Premier ministre, il y a la proportionnelle 48 heures après. C'est s'il est cohérent, il défend la proportionnelle depuis toujours. Bon, voilà un élément qui pourrait plaider en sa faveur. Et il parle aux deux, c'est-à-dire qu'il parle aux socialistes et au RN. Voilà. Les deux veulent la proportionnelle. Bon, on verra, ce sera sans doute pas lui. Mais LR ne veut pas de la proportionnelle. Alors, vraiment, en matière de remaniement, il faut être très modeste. Pas la proportionnelle. Tout peut arriver. Mais que Michel Barnier était prêt à avancer dessus. C'est vrai, il avait donné c'est pas un irritant. Donc là c'est sûr qu'il y aura peut-être demain matin dans la discussion, dans la journée avec les socialistes, une avancée sur la proportionnelle pour que les socialistes aient les moyens de se libérer, entre guillemets, de LFI. Que dit le sondeur des reins et des cœurs? Est-ce que les opinions espèrent cela? C'est-à-dire une espèce de gouvernement d'union nationale, c'est beaucoup dire, mais très élargi. L'opinion souhaite que le politique joue son rôle, qu'il change la vie, qu'il transforme le quotidien des Français et qu'il arrête d'être en vase clos et d'être déconnecté des préoccupations des Français. Je retiens vos expressions. On dialogue timidement, la poutre travaille, et vous dites bon sang. Quelqu'un de 40 ans qui dit bon sang, je ne savais pas que ça existe encore. C'est la République, bon sang. Bon sang de bonsoir. Écoutez, le président de la République qui s'exprime ce soir en annonçant d'abord qu'il va nommer un Premier ministre dans les prochains jours. On apprend maintenant que ça peut être au moins lundi, qui sera chargé de former un gouvernement d'intérêt général. Qu'est-ce que ça veut dire? On va le voir dans quelques instants avec Émilie Broussoulou et nos autres invités et éditorialistes. Écoutez d'abord Emmanuel Macron. J'ai laissé le Premier ministre gouverner, le Parlement légiférer. Et hier donc, le gouvernement a été censuré. Et cela, malgré les concessions faites par Michel Barnier à l'ensemble des groupes parlementaires.